Donc bonjour à tous et à toutes, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour cette journée de débat et d'atelier. Journée internationale le 18 décembre des migrants et des migrantes, et c'est à cette occasion que nous avions voulu organiser cet échange parce que c'est un débat qui reste d'actualité, qui a été porté à l'Assemblée nationale à plusieurs reprises depuis le début de la mandature, la question de la politique migratoire de notre pays et du gouvernement lors des débats sur la loi Asile et Immigration en 2018, et puis plus récemment en septembre à l'occasion du désormais débat annuel sur le sujet. Donc je me présente, Danielle Obono, députée de Paris, membre du groupe de la France Insoumise et membre également de la commission des lois à l'Assemblée nationale. J'ai été chef de file de mon groupe pendant les débats sur la loi Asile-Immigration avec mon collègue Hugo Bernalicis qui va nous rejoindre dans la journée, qui est député de Lille. Et nous avons préparé donc, les débats lors de l'examen de ce texte, et nous suivons donc en tant que commissaire aux lois, parce que c'est dans le périmètre de notre commission, tous les sujets, toutes les problématiques liées aux politiques migratoires. Et depuis le mois de septembre et à l'occasion des débats annuels lancés par le gouvernement, nous avons co-organisé plusieurs initiatives à l'Assemblée nationale, mais aussi un peu partout en France. Donc on a eu l'occasion, notamment à l'Assemblée nationale, de projeter le film d'Olivier Cousin sur la permanence de la CIMAD rue Fessard dans le 19e, qui montre le parcours d'obstacles administratifs que rencontrent beaucoup de personnes pour être régularisées, avoir une situation administrative stable. Nous avons au mois de novembre co-organisé des missions d'observation aux frontières en coordination avec plusieurs associations qui interviennent pour apporter des conseils et des secours aux personnes migrantes qui sont renvoyées hors des frontières françaises. Et donc à cette occasion, j'étais moi-même au poste de frontière de Menton, mais il y a eu aussi des actions dans le Calaisis et puis sur les zones aéroportuaires par plusieurs des membres de la France Insoumise. D'autres députés aussi ont été notamment à Menton. Je pense à ma collègue eurodéputée Manon Aubry, mais également Elsa Faucillon, qui est membre du groupe GDR. Et donc, ça fait partie des initiatives que nous avons organisées. Et donc, dans le cadre de la journée internationale, nous voulions prendre un moment pour échanger avec des personnes directement concernées, avec des spécialistes, avec des associatifs, des militants et des citoyens intéressés par le sujet pour faire le point sur la situation, l'état du droit, l'état le bilan un peu de la politique actuelle et discuter aussi entre personnes investies dans la solidarité de comment soutenir, favoriser et développer justement cette organisation et auto-organisation des personnes migrantes. Donc voilà le cadre général dans lequel on a souhaité organiser cette initiative. J'excuse par avance Caroline Fiat, qui est députée de Nancy et qui devait participer à la table ronde de ce matin, mais donc depuis maintenant 3 semaines ne vient plus sur Paris étant donné les problèmes de transport, donc elle ne pourra pas être présente. Elle a notamment travaillé à l'Assemblée nationale sur l'AME, l'aide médicale d'État, puisqu'elle était rapporteure lors des débats sur le projet de loi de finances sur ce sujet. Elle est membre de la commission travail, affaires sociales, santé, et donc c'est à ce titre qu'elle a fait ce rapport. On pourra en parler
lors des débats, mais voilà. Et donc voilà, comme je vous disais, d'autres collègues vont nous rejoindre. C'est vrai que c'est, avec en plus les mobilisations sur la question des retraites, il y a eu beaucoup d'autres événements qui se sont intercalés. Une partie des collègues ont une conférence de presse tout à l'heure, et voilà. Et donc voilà pourquoi... tout le monde ne peut pas être là maintenant, mais ils passeront dans le reste de la journée. Voilà, je vais m'arrêter là et laisser Annie se présenter. Et puis on va commencer la discussion et la table ronde. Bien sûr. Bonjour tout le monde. Donc moi c'est Aline Traoré. Donc je fais partie de la coalition internationale des sans-papiers migrants. Donc que nous avons créée en 2012. À la suite d'une manifestation que nous avons organisée, donc nous avons traversé 7 frontières donc en Europe, donc l'Italie, Suisse, Espagne, la France, et nous avons senti la nécessité de créer un collectif qui s'appelle la Coalition internationale des sans-papiers migrants, parce que pour nous la question de l'immigration elle doit être portée au niveau européen, parce que c'est au niveau de l'Europe surtout que les directives européennes se prennent et que les États, les lois nationales par exemple, se disent qu'ils n'y peuvent rien. Donc c'est pour ça que nous avons jugé opportun de lutter localement au niveau national mais aussi au niveau international. Donc c'est pourquoi nous avons créé cette association qui fait des manifs. Moi personnellement, je suis parti 5 fois à Bruxelles, 2 fois en Espagne, 1 fois en Italie, donc, et je n'ai pas les papiers. Donc c'est une façon de montrer aussi qu'il faut essayer de passer outre les lois parce qu'elles sont injustes. Parce que la Convention de Genève, dans son article 13, nous dit que toute personne peut quitter son pays et aller élire domicile, se déplacer, aller élire domicile dans un autre pays, y compris le sien. Donc pour nous, au nom de cette convention, on demande la liberté de circulation et d'installation pour toutes et pour tous. Donc c'est ça. Merci. Alors c'est vrai que c'était important aussi pour nous d'organiser ce débat à l'Assemblée nationale, parce que c'est ici que sont votées les lois qui sont de plus en plus restrictives, répressives même, et je crois que c'est aussi important qu'ici se discute aussi la résistance et les alternatives à ces politiques, et donc symboliquement c'est pas très facile parce que c'est dans des conditions qui sont pas idéales, mais je crois que ça a aussi beaucoup de sens que l'on puisse avoir ces débats. Pour commencer sur la question des droits, on avait pensé une table ronde qui soit axée sur l'état des droits des personnes migrantes, et puis avec un focus sur la question de la santé, puisque voilà, c'était notamment sur ce sujet que devait intervenir Caroline Fiat, mais également Simène Wang qui est là et qui pourra apporter son éclairage dans le débat. Donc sur la question des droits, nous avons le plaisir d'accueillir Mohamed Camara, qui est membre du collectif Atieke, Claudia Charles, membre du GISTI et de Migre Europe, et donc Simène Wang, qui est sociologue au CNRS. Et donc je vais vous laisser la parole, peut-être dans l'ordre, votre ordre de position, et puis voilà, ensuite on aura la possibilité d'avoir un échange après vos interventions. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Kamara Mohamed, je fais partie de la collectif Atieke à Saint-Denis. C'était en 2009 que je suis venu en France, mais bien avant j'étais en Espagne. Et je suis venu dans les voies clandestines à cause de difficultés financières au pays.
quand j'étais venu en France, c'était en 2009, donc c'était compliqué même d'avoir un logement. Donc il y avait une squat à Saint-Denis, vers Porte de Paris, qui s'appelait Guantanamo. On a nommé le squat Guantanamo parce qu'il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas de toilettes, donc tellement que c'était la galère, donc on a nommé l'immeuble Guantanamo. Après, bon, quand je suis arrivé là-bas, après à peine de 6 mois, on était sous menace de l'expulsion. Il y avait quelques personnes qui venaient nous informer qu'on est sous menace de l'expulsion. Donc on était parti à la mairie et essayer de chercher à savoir si réellement on est sous menace de l'expulsion. Donc en ce moment, on a essayé de se réunir et essayer de créer ce collectif-là pour empêcher ou pour freiner l'expulsion immédiate. On n'a pas pu, malheureusement, on était expulsés, on était dans la rue pendant 8 mois devant la mairie de Saint-Denis. On a fait tout pour essayer d'avoir même au minimum droit, soit être relogé ou avoir un papier pour avoir droit de travailler et prendre un logement digne. Comme cela ne se fait pas avec le collectif Atchéké, on a essayé de faire un plan B, d'ouvrir notre squat et pour avoir un toit sur nos têtes. En ces conditions-là, comme on était peu nombreux, il y avait aussi des soutiens des citoyens français. On a décidé d'allergir cette association qui juste n'a pas à avoir de squats. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Vu qu'il y avait pas mal de gens entre nous qui n'ont jamais été à l'école, et d'autres qui n'arrivent pas à terminer leurs études. Donc du coup, on a essayé de faire des cours de français, réparation des vélos, et soirée de soutien, accueillir des enfants, permanence de papier. On a essayé de bosser sur là-dessus et essayer d'aider entre nous pour s'en sortir. Même si on n'a pas de papier, qu'est-ce qu'on peut faire pour... Si on n'a pas, parce que vu que dans ce pays-là, si tu n'as pas de papier, tu n'as pas le droit de travailler. Qu'est-ce qu'on peut faire en ayant sans papier pour avoir quelque chose mieux que d'aller de gauche à droite et tu vas devenir quelqu'un que tu n'aimerais jamais d'être, comme des voleurs ou vendre de drogue. Moi, c'est pour éviter ça, qu'est-ce qu'on peut faire? On a essayé de créer des associations. Il y a mes collègues aussi, des femmes battantes, qui ont créé leur association, étant sans papier pour essayer de faire quelque chose pour eux. Bon, moi, je trouve que aujourd'hui, je suis ici devant vous, je suis tellement ravi qu'ils nous donnent des paroles, qu'on puisse parler de nous. Souvent, on entend à la télé qu'ils disent l'immigration, machin, d'ici, par là, on entend plein de choses qui ne sont pas vraies. Moi, je pense que c'est l'État européen même, c'est l'Union européenne ou l'État européen qui force les gens à immigrer. Vu qu'ils imposent sur nous les guerres, qu'il n'y a pas de terroristes chez nous, ils imposent ça. Et avec le franc CFA, et la moitié de notre budget qui vient et déposé ici à la Banque de France, ça peut contribuer à construire des universités, ça peut construire des infrastructures, et créer des emplois. Vu que toutes choses là qu'on n'a pas l'accès à notre propre bien, surtout nos sous-sols, c'est tellement riche, mais il y a des pillages du ciel ouvert, que nous, on n'a pas d'autre choix que sortir vers le pays où on pense qu'on peut avoir une avenir meilleure. Peut-être s'il y a des questions, je peux développer des choses dans l'avenir. Bonjour à toutes et à tous, bonjour, merci pour votre invitation. Et Claude, je ne sais pas si vous m'écoutez, voilà. Claudia Charles, Gisti, Migre-Europe, et groupe d'information et de soutien des immigrés. Puisque cette séance de travail, des discussions, des débats se situe dans le cadre plus large d'une campagne Migration pour un accueil digne, en fait, nous voulions, en tant que Gisti,
et donner un peu un aperçu sur comment à la fois la loi, les pratiques administratives et aussi le rôle du juge contribuent en quelque part à un non-accueil ou un accueil indigne. Alors, et depuis des décennies, comme vous le savez, les différents gouvernements, quelle que soit la tendance politique, ont présenté différentes réformes en matière d'entrée, de séjour, d'éloignement des personnes étrangères et du droit d'asile. La dernière, puisque Mme Obono l'a invoquée, celle du 10 septembre 2018, qui ont été adoptées par le Parlement. Toutes ont comme trait commun celui de la maîtrise des flux migratoires et la lutte contre l'immigration irrégulière. Et bien évidemment, pour réussir ces deux objectifs, il y a des mesures qui doivent être adoptées afin de débusquer ce qu'on dénomme les faux demandeurs d'asile. Et dans un rapport sur la réforme de l'asile remis au ministre de l'Intérieur le 28 novembre 2013, en vue de ce qui deviendrait la loi de juillet 2015 sur l'asile, et après la référence au 4e alinéa du préambule de la Constitution de 1946 et les engagements internationaux de la France, on peut lire donc dans ce rapport daté de 2013, et je cite, « Qui n'a été choqué récemment de penser que nous ne pouvions pas accueillir en plus grand nombre les victimes du conflit syrien, tandis que nos structures d'accueil hébergent une majorité de personnes qui ne devraient pas y séjourner. Nous avons vocation demain à mieux accueillir les demandeurs d'asile, reconnus comme tels, leur assurer un meilleur accueil et un accompagnement plus efficace vers le logement et l'emploi. Cet objectif ne pourra pas être atteint qu'en améliorant nos procédures et en raccourcissant les délais d'instruction des dossiers. Nous sommes redevables aux demandeurs d'asile d'un accueil digne. » C'était en 2013. Si vous lisez les nouvelles, ou quelques articles de presse ou les discours même à l'occasion des débats justement à l'Assemblée nationale, on peut entendre exactement la même phrase. Mais même si vous allez vers des discussions parlementaires de 1993, vous pouvez entendre exactement les mêmes paroles. De 2010 à 2014, j'ai mené une recherche ethnographique, à la fois dans les lieux de soins en santé mentale, mais également dans les familles chinoises qui fréquentent ces lieux de soins. Et donc là, j'ai travaillé pendant 4 ans auprès de 180 cas, donc, qui sont soit des primo-arrivants, soit des descendants de migrants, et pour beaucoup d'entre eux qui sont des migrants sans papier. Et donc là, j'aimerais bien vous lire quelques extraits pour illustrer comment on peut façonner les souffrances psychiques ou bien même les illusions psychiques des migrants sans papier à travers une analyse fine de leurs conditions de vie dans la société d'accueil, mais également à partir de leur vécu du voyage, pendant les voyages clandestins, mais également en lien avec leurs conditions d'émigration, c'est-à-dire dans quelle mesure ils ont quitté la Chine. Et donc là, je vais vous citer un extrait qui a été collecté avec un père de famille, qui a été diagnostiqué comme souffrant d'une dépression majeure. Et c'est un monsieur que j'ai nommé Monsieur Roux. Et donc je me permets quand même de rappeler un peu dans quel contexte j'ai pu collecter cet extrait, parce que c'est la 14e fois que je le vois, sachant que la question de la santé mentale et souffrance psychique, c'est un sujet extrêmement intime pour tout individu, issu de toute culture, etc. Et encore, dans la société chinoise, même si ça a beaucoup évolué, la question de la santé mentale reste quand même très très stigmatisante. Donc pour les personnes qui rapportent ce type d'expérience, c'est parfois assez honteux d'en parler. Et d'autant plus que ce monsieur a perdu sa femme et l'un de ses 2 enfants dans un accident de voiture quand toute la famille marchait au bord de l'autoroute.
En fait, c'est pas la famille qui conduisait, mais une voiture qui a dérapé et donc voilà, qui a causé cet accident de voiture. Donc la famille a subi et le monsieur était lui-même gravement blessé. Et donc je l'accompagnais régulièrement pour aller voir le médecin parce que j'avais un statut privilégié d'être interprète et médiatrice parce que je traduisais les interventions, je ferais ce service gratuitement. Et donc là, c'est à la sortie d'une consultation, je cite, et juste une précision, la tête du serpent, c'est le terme en mandarin pour désigner les passeurs. Alors, la tête du serpent. La tête du serpent. Et donc, je cite, « Les têtes du serpent ne sont pas humains. Ils ont du pouvoir et ils en abusent. Avec ma femme, on est venus ensemble. J'avais pensé qu'on pourrait s'occuper l'un de l'autre sur le chemin. Mais en réalité, ce n'était pas une bonne idée. À la fin d'un après-midi, sur le bateau, le passeur nous a convoqués tous les deux dans sa cabine. Il a dit comme si c'était naturel. Toi, tu restes et toi, tu vas dehors et tu attends à la porte. Ma femme a commencé à pleurer sans me regarder. J'ai mis quelques secondes à réaliser la situation. Je croisais son regard, froid, méprisant, vicieux. Mais je n'ai pas eu le courage de me battre contre lui. J'étais lâche. Qu'est-ce que je pouvais faire sur le moment? Le frapper? Le tuer? Derrière nous et notre voyage, il y avait bien plus qu'une simple réputation. C'est l'argent que nous devons aux proches. Ce sont toutes leurs attentes. Ces quelques pas pour sortir de la cabine ont été le plus long chemin de ma vie. Le cœur rempli d'humiliation et d'impuissance. Sous le choc, ma femme a arrêté de pleurer. Mais j'ai même pas osé tourner la tête pour la regarder. Dehors, il faisait nuit, la mer était agitée, j'entendais ma femme pleurer. Envahie par la haine envers lui, mais aussi envers moi-même, je me suis effondrée en larmes. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Touré Fatou, et je suis sénégalais. J'ai venu en France, ça fait 5 ans. J'étais en Espagne. J'ai fait demande d'asile. J'ai eu sorti, mais j'étais à Nîmes, maman de 3 enfants. J'ai avec mes 3 enfants à Nîmes, quand j'ai eu sorti, ils m'ont fait sortir dehors. J'ai pas où je vais aller. Après, je me suis retournée à Paris. Quand je me retournée à Paris, c'est ici qu'on a fait, ouvrir l'association. Mais à part ça, je me fuis mon pays parce que là-bas on fait mariage forcé. Je ne voulais pas marier avec quelqu'un d'autre qui est plus âgé que moi. Et puis je me suis fui et je venais en France, en Espagne. En Espagne, après je venais ici en France, j'ai fait demande d'asile, j'ai eu statut, mais j'étais à Nîmes. À Nîmes, quand j'ai eu statut avec mes 3 enfants, il m'a fait sortir dehors. J'étais dans la rue, je ne sais pas où je vais aller. Après, je me suis retournée ici, à Paris. À Paris, c'est ici que je connais les gens, qu'on a ouvert l'association Femmes Battantes. Les femmes battantes, on travaille, on fait la cuisine à locaux, cuisine africaine. Il y a des gens qui nous soutiennent. Quand on a préparé, il y a des gens qui viennent, ils nous soutiennent, mais on n'a pas de local où on va travailler. Parce que où on travaille, c'est très loin. On n'a pas de transport, on n'a pas de matériel, on a besoin de vous pour nous soutenir, nous aider pour continuer le travail là, parce que c'est moi-même, avec mes enfants, j'ai habité une escorte que j'avais avec des enfants. J'ai 3 enfants. Avec 3 enfants, et le matin, quand ils ont réveillé,
Excusez-moi. Quand j'ai réveillé le matin pour amener mes enfants à l'école, je me demande pardon, mais je vais pleurer moi. Ça fait pitié parce qu'il y a des fois, j'ai pas maison, j'ai pas travail. Les associations qu'on a besoin parce que les difficultés que j'ai traversées, je ne voulais pas mes enfants traverser comme les chemins que j'ai traversé, c'est très dur. Je ne souhaite pas à mes enfants la même chemin. Parce que je n'ai pas de travail, je n'ai pas de maison. Et on a ouvert l'association là, qu'on voulait qu'il a évolué. Quand il est évolué, on va aider d'autres personnes qui sont les mêmes difficultés que nous. Parce qu'il y a des femmes dedans, il y a Maïté, et il y a Mariam, il y a Afosata avec moi, Touré Fatou. On a besoin de travail là. Pour accompagner d'autres personnes qui sont même difficultés que nous, ils sont des enfants. On n'a qu'à accompagner les femmes là, des enfants, ils sont trouvés à l'école. Merci beaucoup, monsieur, madame et monsieur. Je suis très contente pour vous être là, parler avec vous. Ils vivent la double peine parce qu'en général, ils travaillent comme des babysitters dans les maisons. Donc, ils n'ont pas la possibilité de venir dans les manifs. Et comme ils n'ont que le dimanche pour sortir, l'administration ne travaille pas le dimanche. Donc, ils ont ce problème de pouvoir parler de ce qu'ils ont, parce que la route de la migration, beaucoup d'entre elles ont vécu aussi des viols en Libye, notamment, pas que. Donc, là où ils travaillent aussi, d'autres sont victimes d'harcèlement sexuel. Donc, beaucoup en parlent aussi dans les collectifs. Et on les oriente plutôt vers les agents sociaux qui font ça, comme des sociologues comme vous, par exemple aussi. Et pour cette peur, d'autres ont traversé la mer, donc ces peurs, ils ont des cauchemars la nuit. Et aussi, les femmes, les jeunes mamans qui arrivées à Lampedusa sont prises en charge aussi par des associations en Italie et qui continuent en général s'ils sont francophones, ils viennent en France, ou bien ils partent en Angleterre, ou bien en Allemagne. Donc toutes ces femmes, ils viennent aussi dans le collectif qui nous parlent de ça. Bonjour tout le monde. Donc, bonjour Madame la députée. Donc c'est un plaisir d'être là parmi vous. Donc moi je vais parler au nom de 3 femmes de chambre courageuses de l'État Paris-Patignolles. Nous avons eu la chance de vous accueillir dans un mouvement de grève. Donc ça fait 5 mois. Hier ça faisait 5 mois jour pour jour que les courageuses femmes de chambre se battent pour la dignité et pour les meilleures conditions de travail. Parce que ça fait 5 mois que nous sommes en guerre contre un géant de l'hôtellerie, Groupe Accor. Et je peux vous dire que ce n'est pas facile de rester 5 mois sans salaire. Donc je représente au nom de ces femmes, 23 femmes de chambre, dont je suis le seul homme, donc ça fait 24. Donc c'est très compliqué, c'est très difficile, mais ils tiennent parce que voilà, c'est des immigrés, mais aussi des immigrés qui sont courageuses, qui travaillent dans le milieu de l'hôtellerie et qui travaillent juste pour gagner dignement leur vie. Donc, mais depuis 5 mois, on est confronté à un grand problème parce que voilà, les conditions de travail avec une société de la sous-traitance qui est une société de mafia, si je peux me permettre de le dire ainsi, parce que c'est une société de mafia, on le connaît. C'est-à-dire ils font travailler ces femmes de chambre étant immigrées, c'est-à-dire des heures supplémentaires qui ne sont jamais rémunérées. Ça, c'est de 1. De 2, des cadences infernales, parce que les femmes de chambre se retrouvent avec 3 chambres et des 1000 heures. C'est quand même incroyable.
Et malheureusement, nous avons aussi une collègue femme de chambre qui a été malheureusement violée par un ancien directeur de l'hôtel. Et ça s'est resté très très silencieux parce qu'ils ont voulu quand même acheter le silence d'une grande partie de ces femmes de chambre. Donc dans cet hôtel, il règne vraiment une égalité pas possible à dire. Donc d'où aujourd'hui le soulèvement de ces 23 femmes de chambre pour dire que ça ne peut plus continuer, que ça ne peut plus perdurer. Donc voilà, c'est des femmes de chambre courageuses qui sont déterminées, qui ne lâcheront pas tant qu'on n'a pas obtenu satisfaction. Donc les négociations sont au point mort et je peux vous rassurer qu'elles ne lâcheront pas tant qu'elles n'ont pas obtenu satisfaction parce que c'est des femmes qui sont dignes, qui ne demandent rien, qui ne sont pas parties faire la prostitution, qui n'ont pas parties voler, qui sont dans leur lieu de travail et qui travaillent honnêtement. Tout ce qu'ils demandent, c'est la reconnaissance de leur travail. Parce que même étant immigré, quand même, quand on arrive en France, quand même, il y a des droits et des devoirs. Donc, je pense qu'en respectant les droits, et je pense qu'en contrepartie, eux aussi, ils doivent recevoir des devoirs. Malheureusement, dans cette Libye, ce n'est pas le cas. Donc voilà, et c'est difficile, les fins du mois sont très très difficiles, 5 mois sans salaire, c'est très compliqué. Nous avons un point en commun, nous avons aussi une caisse des grèves qui circule. Voilà, si vous pouvez donner à la caisse des grèves, ça nous fera plaisir, tout ce que vous pouvez. C'est tout simplement cette caisse des grèves va permettre à ces femmes de chambre de ne pas, c'est une caisse des grèves, on ne peut pas avoir 100% de son salaire, c'est pas possible, les gens ne donnent pas jusqu'à... sinon ça allait être très beau de faire la grève, de pouvoir tenir très longtemps. Mais cette caisse des grèves va juste aider les femmes de chambre à pouvoir tenir une partie de leur salaire. Parce que jusque-là, ils n'ont vu qu'avec cette caisse des grèves, une partie du salaire, c'est-à-dire les gens y donnent, mais au final, quand on fait le compte, on trouve que c'est juste 50% de leur salaire. Et avec cette caisse des grèves, avec ce point commun qui est en ligne, ça permet un petit peu de dire, voilà, même si je n'ai pas l'intégralité de mon salaire, au moins j'ai quand même quelque chose, mais le combat il continue. Et je peux vous assurer que le combat il va continuer. 5 mois, ça commence à faire beaucoup. C'est dans l'hiver, c'est dehors que les gens y manifestent. Donc les piquets de grève sont tenus de 9h jusqu'à 16h. Et je peux vous assurer, ce n'est pas à l'intérieur de l'hôtel que les gens manifestent, mais à l'extérieur de l'hôtel. Dans le froid, sous la pluie aussi, parce que des fois il y a la pluie qui arrive. Et les gens ils manifestent dehors pour exprimer leur mécontentement, leur ras-le-bol. Puis il y a la détermination, le courage de ces femmes de chambre qui ne lâcheront pas tant qu'elles n'ont pas obtenu satisfaction. J'espère que vous allez venir aller voir, même si ce n'est pas le jour de Noël au piquet de grève, vous allez venir les voir. Madame la députée a eu la chance de venir les voir. Et la force, la détermination de ces femmes de chambre qui tout simplement veulent que leur travail soit reconnu. Et voilà, je vous remercie. 2 points sur lesquels je voulais revenir parce que c'était vraiment intéressant ce que vous disiez sur à la fois les personnes migrantes comme patients et comme acteurs et actrices du soin aussi. Et donc ce dont vous témoignez sur le travail associatif, parce que c'est une activité quand même, enfin c'est pas rémunéré malheureusement, souvent pas suffisamment, mais c'est une activité, le fait de se monter en association et le fait d'arriver à avoir un statut salarié, même dans des conditions difficiles, et d'être et d'avoir aussi le courage de se mettre en grève dans ce genre de contexte. Je trouve que c'est vraiment important de faire connaître et de diffuser aussi ces histoires, parce que ça change aussi le regard. Une des choses sur lesquelles on a essayé de travailler et de diffuser, c'est justement le fait d'aller à l'encontre des idées reçues. On a développé toute une série d'argumentaires sur la réalité des migrations, casser. Bon, je pense que beaucoup de personnes autour de cette table le savent, mais c'est important de se le redire et de le rediffuser, l'idée que la France ou même l'Europe serait submergée par des vagues migratoires, etc. Où il y a vraiment tout un travail médiatique et politique, mais même politique, quand on entendait certains débats à l'Assemblée nationale, il y a beaucoup d'ignorance. Alors des fois elle est feinte, d'autres fois elle est instrumentalisée, mais vraiment de contre-vérités qui sont dites et reproduites sur les faits, les statistiques, sur la réalité aussi de l'accès au droit qui est rendu de plus en plus difficile. Donc voilà, ces témoignages-là et le travail autour
le travail scientifique qui est fait autour des réalités des migrations aussi très importantes. Et c'est aussi la dimension qu'on voulait mettre en avant avec les propositions de travailler en atelier thématique sur voilà, les formes d'auto-organisation qui existent et comment on aide à les construire. Donc je suis vraiment très contente et je vous remercie d'avoir partagé ces expériences et d'être là pour qu'on y travaille ensemble. Je vais laisser...